sans ces éclosions de petites tortues qui filent vers la mer dès leur naissance. Donc voilà. Niveau gastronomie, c'est une réelle surprise aussi, puisqu'on mange extrêmement bien, des produits extrêmement frais. Et pour moi, ça a été vraiment une vraie surprise sur ce voyage, tout autant que le confort. On s'attend vraiment pas à trouver un tel niveau lors de voyages aussi lointains, authentiques et hors des sentiers battus. Donc voilà, vous pourrez toujours me poser des questions aussi en fin d'explication. Kevin, je te rends la parole et je te rends l'écran aussi. D'accord. Merci Manon. C'est vrai que ça donne envie. On a toujours eu des très bons retours, hein, des clients qui étaient notamment agréablement surpris par ce circuit qui met beaucoup en avant la nature, hein, il faut le dire. Et surtout, je me permets d'insister, et je pense que M. Bizet va nous en dire un mot après, sur l'équipe locale, Laurent et Sonia, donc 2 Français installés là-bas depuis plus de 20 ans et qui sont très professionnels et qui sont vraiment à cœur de nous faire découvrir ce petit coin du bout du monde. Et c'est ce qui touche beaucoup les clients. Alors avant de donner la parole à Monsieur Bizet pour qu'il nous raconte lui, comment il a vécu ce voyage, je voulais vous parler de l'aspect technique et administratif des choses, surtout en ce moment. Donc il est possible de se rendre en Guinée-Bissau, bien sûr. Il faudra présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures pour pouvoir partir. Et sur place, votre température sera prise. Je vais vous présenter via notre site internet maintenant les prix. Donc il y a 2 départs, on a dit, hein, donc 17 octobre et le 7 novembre. Les deux sont au même tarif en fonction du nombre de participants. Si vous êtes entre 4 et 5, on est à 4 145 € par personne. Et si vous êtes un peu plus, entre 6 et 8, on est à 3 845 €. Concrètement, le prix comprend tout ce qui est possible, c'est-à-dire les vols au départ de Paris, de province ou de l'étranger, la Belgique et la Suisse par exemple. Il y a tous les transports terrestres et maritimes, c'est surtout maritime en Guinée-Bissau. Le logement, que ce soit en hôtel, en bivouac, en lodge. Vous avez la pension complète, donc tous les repas, l'eau minérale à volonté. Et puis, je vous en parlais, hein, de l'équipe sur place, Laurent et Sonia et le guide francophone tout au long du voyage. Vous êtes vraiment pris en charge. Il n'y a pas de moment où vous êtes seul sans rien pouvoir faire. Vous êtes pris en charge par le guide de bout en bout, comme sur tous les voyages d'explorateurs. Toutes les visites et les excursions sont bien évidemment comprises. Concernant l'inscription en elle-même, c'est toujours pareil. Vous pouvez vous inscrire par email, par courrier. Il n'est plus possible de se rendre à l'agence à Paris, mais on trouve des possibilités, hein, par mail et par courrier. Idem pour le paiement par téléphone ou via un lien sécurisé. Et point important du fait de la Covid, au niveau de l'assurance, on s'est adapté avec Explorator et notre partenaire Présence et Assistance, donc notre assureur, pour que vous partiez sans stress, que vous soyez bien couvert pendant nos voyages. Déjà, il faut savoir que si l'annulation vient d'Explorator, ou plutôt vient du pays qui finalement fermerait ses frontières, vous serez intégralement remboursé. Sinon, si l'annulation du voyage vient de notre côté, de nous, vous serez intégralement remboursé de la somme que vous aurez versée. Et on vous proposera évidemment de reporter votre voyage à plus tard si vous le pouvez. Et une fois que vous êtes sur place, si finalement vous contractez le Covid sur place, ou si finalement le pays décide de vous placer, la Guinée-Bissau décide de vous placer en quatorzaine, si finalement la Guinée-Bissau referme ses frontières, ce qui peut arriver,
en prenant notre assurance, vous serez pris en charge. C'est-à-dire avant de votre rapatriement, les nuits d'hôtel sont incluses, donc vous êtes pris en charge et pas laissé au dépourvu là-bas. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. Voilà, on pourra revenir sur différents aspects techniques comme cela après l'intervention de M. Bizet. Donc, M. Bizet, je vais vous laisser la parole. Je vais afficher la carte et je vous invite tous, si vous le souhaitez, à cliquer en haut à droite des petites vidéos, des petits encarts que vous voyez. Vous avez une fonction qui vous permet d'afficher M. Bizet en grand pour comme ça voir qui parle vraiment, et vous pouvez alterner entre la carte ou M. Bizet, c'est comme vous le souhaitez. Donc M. Bizet, je vous laisse nous présenter ce qui vous a plu ou déplu en Guinée-Bissau. À vous l'honneur. Oui, merci Kevin. Alors en préambule, bon, j'ai fait ce voyage il y a 3 ans maintenant, c'était en novembre 2017 exactement. On était 3 personnes, il y avait ma femme et une amie. Et en préambule, je tiens à vous dire une chose, c'est que je ne suis pas habitué du tout à utiliser ce mode de fonctionnement pour ce qui est de m'adresser au public. Parce que comme vous a dit Kevin, bon, je tourne des documentaires et je suis plutôt habitué à parler à un public en salle. Donc je vais quand même essayer de faire partager mon impression et mon expérience sur la Guinée-Bissau. Donc nous sommes partis à 3, ce qui est très bien d'ailleurs pour approcher les peuplades un petit peu reculées comme celle des Bijagos. Nous sommes partis de Biombo. Biombo, c'est pas un port, c'est plutôt un embarcadère, on va dire, pour l'île de Kéré directement, ce qui monte à peu près 1h30, 2 heures de pirogue motorisée. Hein. C'est une pirogue en métal, c'est pas une pirogue avec des pagaies, donc vous n'aurez pas besoin de pagayer. Hein. Donc on va directement sur Kéré. Et j'avoue que l'approche de Kéré, de cet îlot, c'est pas une île, c'est un îlot en fait, puisque Kéré fait à peu près 1,5 hectare, ce qui est tout petit quand même. Et l'approche de Kéré est déjà une expérience en soi. Parce que quand on voit ce point sur l'océan qui approche lentement, donc, puisqu'on est en bateau, on va le voir grandir et c'est quelque chose d'assez unique. Et ce qui est encore plus unique, c'est l'accueil qu'on reçoit à Kéré de la part de Laurent et Sonia Duris. Je raconterai un petit peu leur histoire par la suite d'ailleurs. Et leur accueil est, on va dire, inversement proportionnel à la taille de l'îlot, puisqu'on se sent tout de suite en compagnie, disons. Ce n'est pas seulement des accompagnateurs qu'on aura pendant le voyage, c'est aussi des amis et des gens qui sont en contact direct avec la population des Bijagos. J'ai eu l'occasion de tourner quelques films dans d'autres régions du monde, notamment en Indonésie, pour approcher des peuplades là aussi très retirés. Il est très difficile de les approcher si on n'a pas un guide qui non seulement est là pour nous montrer le chemin pour rencontrer ces populations, mais aussi pour échanger avec ces populations. C'est le cas un petit peu des Bijagos, parce que les Bijagos, c'est une peuplade très retirée, donc, qui vit sur cet archipel depuis très longtemps, mais dont l'approche n'est pas toujours facile. Il est toujours préférable d'avoir un guide à la hauteur pour approcher ces Bijagos. Et c'est le cas donc de Sonia et de Laurent, avec qui j'ai fait d'ailleurs une interview par la suite dans le film. Je ne pouvais pas vous la montrer ici, qui nous a raconté comment il avait découvert Kéré. Parce qu'au départ, Kéré, c'était un îlot complètement désert, en friche, et il a mis plusieurs années à pouvoir l'aménager de manière à accueillir des touristes, enfin des touristes un peu particuliers, parce qu'il y a surtout des pêcheurs qui viennent dans cette région, et des touristes. Il a voulu faire un îlot d'écotouristes, en fait. Alors l'écotourisme, c'est quoi l'écotourisme? C'est, disons, un tourisme qui a un faible impact sur l'environnement et qui aussi aide les populations locales, ce qui est son cas. Donc, il a beaucoup aidé les Bijagos. Il a tellement aidé les Bijagos, d'ailleurs, qu'il a été initié, puisque ça fait plusieurs années qu'il vit avec eux, et donc il a été initié. Il a été initié à leur rituel, initié à leur mode de vie, initié à leur esprit aussi, qui est important. Et donc, dans cette interview que j'avais faite, il m'a dit qu'il ne pouvait pas tout raconter parce qu'il était tenu sous le sceau du secret, disons.
puisque cette initiation a lieu dans la forêt, dans la jungle, et elle est très, très complexe, on va dire. Donc, on arrive sur Kéré, et on arrive sur Kéré dans un environnement tout à fait idyllique. L'îlot de Kéré, c'est un peu l'image d'Épinal de l'île déserte et aussi accueillante. Vous avez une petite plage, vous avez des bungalows qui sont très bien aménagés. Notamment, il y a beaucoup de bungalows qui sont en bordure de l'océan. Et c'est on peut dire du 3 étoiles, même presque 4 parfois. Et au milieu de ces bungalows, vous avez un lieu de rencontre, un lieu de vie, où on mange, où on discute, on se rencontre le soir surtout, avec beaucoup les pêcheurs, hein, parce que les pêcheurs sont très intéressés par ce lieu qui est très, très riche. Et quand je dis des pêcheurs, c'est pas seulement c'est pas des pêcheurs qui se contentent de pêcher des petits gardons. C'est la pêche au gros, et la pêche au très gros même, puisque j'avais fait des photos de poissons qui faisaient à peu près dans les 1 mètre de long. C'était quelque chose d'assez énorme. Alors, je ne connais pas exactement les noms de ces poissons, mais c'était vraiment extraordinaire. Et donc, il y a beaucoup de pêcheurs français, d'ailleurs, qui viennent ici. Ce qui fait que le soir, on était à peu près une dizaine de personnes, avec nous trois, une dizaine de personnes à discuter de pêche, bien sûr, et à discuter aussi de voyage en général. Donc, c'était un milieu très convivial. On se sent tout de suite chez soi, presque, hein, quand on est sur cet îlot de Kéré. Et donc, cet îlot de Kéré, on est resté pendant 3-4 nuits pour faire des excursions autour de Kéré, c'est-à-dire sur les îles de Caravella et de Karache en particulier, pour rencontrer ces bijagos. Alors l'important, je sais que pour une agence, l'important c'est de remplir ses voyages, mais il ne faut pas être plus de 8, il ne faut pas être plus de 6 ou 8, dans la mesure où, quand on a eu cette occasion unique d'être 3, ce qui fait que les contacts et les échanges sont beaucoup plus faciles. Dans d'autres situations, je me suis trouvé dans des situations où on était, enfin pas chez les bijagos, mais notamment en Indonésie, en Éthiopie ou ailleurs, où un groupe de 8 ou 9, c'est déjà de trop. Déjà de trop, 9 personnes. Parce que ces personnes, on peut vraiment avoir des contacts rapprochés avec eux si on est peu. Donc nous, étant 3, ça a été un moment assez extraordinaire d'échange avec une population qui vit difficilement. Il ne faut pas oublier que les bijagos, c'est une population qui est pauvre. Et donc, pauvre, avec Laurent, puisque Laurent et Sonia étaient souvent avec nous. Laurent, donc, ils sont très acceptés par les bijagos parce qu'ils s'occupent des bijagos. Ils sont occupés de créer un dispensaire, notamment, et ils s'occupent aussi des écoles, notamment une école. Laurent nous avait raconté que pendant plusieurs années, aucune personne voulait venir du continent, parce qu'ils considéraient que l'archipel était perdu, c'est quelque chose qui était en dehors du monde presque. Et un instituteur, il restait qu'une année, il est reparti, il n'a pas pu rester plus longtemps. Ce qui fait que pendant plusieurs années, c'est Laurent et Sonia qui ont contribué à ce qu'il y ait un instituteur en le payant carrément pour qu'il puisse s'occuper des enfants bijagos. Donc ça, c'est ce qui fait que quand Laurent et Sonia viennent chez ces tribus-là, ils sont accueillis à bras ouverts et par voie de conséquence, nous aussi, puisqu'on est 3 ou 4, on était 3 donc. Ce qui fait que les échanges sont vraiment, même sans parler vraiment la langue, on peut arriver à communiquer. Comme je dis souvent, le public me demande souvent comment vous pouvez communiquer avec des tribus en Indonésie, en Éthiopie ou ailleurs, ou au Pakistan, comment vous faites. J'ai dit, il y a un moment, disons, il y a un langage qui est universel, c'est le sourire. Quand vous souriez à quelqu'un, déjà, d'entrée de jeu, vous pouvez communiquer avec lui. Et puis, il y a aussi le visage, les expressions qu'on peut adopter. Donc, avec les bijagos, via Sonia et Laurent, c'était beaucoup plus facile. Vous pouvez donc... alors, ce que je dis toujours aussi, dans un terme général, quand on aborde des populations qui sont pauvres, on n'est pas là pour prendre, on est là pour donner. Et donc, il faut toujours avoir quelque chose avec soi. Le plus petit, même des choses simples. Je me souviens qu'une des personnes qui était avec nous, donc l'ami qui était avec nous, avait apporté un Polaroid. Un Polaroid, ça existe encore. Je pensais que ça avait disparu d'ailleurs, mais ça existe toujours. Et donc, on fait une photo, on leur donne la photo. C'est déjà quelque chose que l'on donne. C'est important de donner. Quand on est dans des pays pauvres, quand on est des pays... je me souviens d'être allé souvent au Niger notamment,
chez les Touaregs ou ailleurs, il faut arriver à donner, ne pas prendre. Parce quand on prend, c'est ce qu'on appelle le tourisme de masse. Le tourisme de masse, il prend. Alors, je préfère à l'expression tourisme de masse, le tourisme de massue. C'est-à-dire qu'on est là pour voir, on n'est pas là pour. Bon, je ne vais pas faire un discours sur le tourisme de masse, donc je suis complètement opposé. Ce tourisme qui envahit, ce tourisme qui essaie de tout prendre sans donner. Pour moi, c'est ça le tourisme de masse. C'est des gens qui viennent prendre sans donner. Et donc, chez les Bijagos, ou même dans les tribus, quelles que soient, vous allez, il faut donner. Vous donnez votre sourire, vous donnez votre visage, vous donnez quelque chose. Et automatiquement, le contact se fait, l'échange se fait. Et c'est important d'avoir un échange. Et donc, après, et donc nous sommes allés après, on a vu donc ces tribus un petit peu dans toutes les îles, puisqu'ils sont un petit peu répartis dans toutes les îles. Nous sommes allés dans une île vraiment déserte. Et ça m'a beaucoup plu, parce que, étant enfant, je rêvais toujours d'aller sur une île déserte. Il y a des îles désertes chez les Bigettes, dans l'archipel. Et donc, on a abordé cette île déserte. Une île déserte, vraiment déserte, une petite île comme celle de Kéré, où il n'y avait personne. Et ça, c'est aussi un moment fort. Un moment fort que on est vraiment en contact direct avec une nature qui n'a pas été, je n'irai pas souillée, je n'irai pas jusque-là, mais une nature qui n'a pas été abordée par l'homme. Ça, c'est important aussi. Et une autre chose aussi, c'est, bon, maintenant, vous avez parlé des animaux. Il y a beaucoup d'animaux, bien sûr, des flamands. Les hippopotames. L'hippopotame, je crois que c'était sur l'île d'Orango, les hippopotames. Vous pouvez vraiment approcher de ces bêtes, alors que l'hippopotame est un animal dangereux. J'ai appris une fois en Afrique, on dit toujours que le lion est un animal qui fait le plus de morts en Afrique. Non, c'est l'hippopotame. Ce n'est pas le lion. Ce qui fait l'hippopotame, dès qu'il est sur Terre, il peut être très, très, très dangereux. Et là, donc, on a pu les aborder. Ils sont dans cette île d'Orango. J'ai pu les filmer de très près d'ailleurs. Donc, ça aussi, c'est un moment important. Hein. Aussi, les petits oiseaux, les tisserins. Vous avez beaucoup de tisserins dans cette île d'Orango qu'on peut aussi approcher. Et une chose importante aussi, c'est l'île de Polayolo, c'est-à-dire c'est une petite île qui est à l'extrême sud de la Guinée-Bissau, sud-est exactement de la Guinée-Bissau, où vous avez 2 rangers qui sont là. C'est une île déserte également. Vous avez 2 rangers quand même qui sont là pour s'occuper des tortues. Parce que les tortues viennent pondre, et on assistait d'ailleurs à la ponte des tortues, c'est en novembre. Hein. La ponte des tortues, c'est surtout en mois de novembre. Et donc, les grosses tortues arrivent, c'est des tortues, c'est d'énormes tortues, donc, qui viennent pondre, on les voit pondre, et même on a pu avoir également l'éclosion, non pas des tortues qui est arrivée la veille, l'éclosion des œufs de tortues le lendemain matin. C'est aussi un moment intéressant. Parce que ces petites tortues, bon, j'aime beaucoup les animaux en général, les tortues en particulier, mais enfin, je trouve que c'est intéressant à les observer. Et ces petites tortues sont au fond d'un trou. Hein, il y a donc la mère tortue, disons, qui creuse, et ces petites tortues sont au fond de ce trou. Et instantanément, instinctivement, elles se dirigent sans voir la mer, sans même l'entendre, parce que c'est assez loin, elles se dirigent vers la mer. C'est une sorte d'instinct, c'est extraordinaire. Il faut voir ça une fois dans sa vie. Je me souviens être allé une fois à Oman, c'était dans une petite ville qui s'appelle Sour. Il y avait aussi des tortues qui approchaient. Et là, encore une fois, c'était le tourisme de masse. C'est-à-dire qu'on a abordé ces tortues qu'il ne faut pas déranger d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai filmé les tortues sur l'île de Palaio de nuit avec une lumière rouge. Parce qu'il ne faut pas les effrayer. Il ne faut pas éclairer ces tortues lorsqu'elles sont en train de pondre. Et donc, alors que ce n'était pas le cas à Sour. Donc à Oman. Ou à Oman, on était par groupe de 40 autour de ces tortues. J'ai trouvé ça presque scandaleux à la limite, de déranger ces bêtes à 40 personnes, qui se succédaient d'ailleurs. Parce qu'on avait un quart d'heure pour voir la ponte des tortues. 40 personnes autour. Et donc, c'était quelque chose qui m'a vraiment un peu révulsé. Alors que ce n'est pas le cas chez les Bijagos, puisqu'on est peu, il est plus facile d'aborder, surtout avec les rangers qui nous disent comment aller vers les tortues, ne pas les déranger, faire en sorte qu'on ne soit pas des personnes qui envahissent leur territoire d'une certaine manière. Et donc, c'est une expérience à faire, vraiment une expérience à faire, surtout en novembre, parce que les tortues abordent l'archipel, surtout au mois de novembre. Voilà. Donc là, on est resté plusieurs jours, parce qu'on avait quitté l'îlot de Kéré, parce que Kéré, on y est resté 4-5 nuits à peu près, pour aller sur Caravella et sur Karache. Là, on a fait une journée à peu près de mer, pas tout à fait une journée de mer, une après-midi de mer,
pour aller dans ces îles du sud-est. Et là, on a fait quelques bivouacs. Ça, c'est important de faire des bivouacs, notamment à Palaoyo, faire un bivouac près de cette plage aux tortues, on va dire. Et donc, ce que je voulais dire surtout, c'est que cet archipel est peu connu, parce que moi, je me souviens, personne ne connaissait les Bijagos. C'était vraiment quelque chose qui était en dehors du monde connu, je dirais presque. C'était moins le cas peut-être quand on va en Indonésie ou en Éthiopie ou ailleurs. Et ce qui m'a attiré, c'est ça. En fait, c'est de pouvoir aborder un archipel un peu connu, je dirais pas inconnu, mais peu connu, avec des personnes qui étaient, je dirais presque en communion, pas seulement en communication avec les Bichagos, mais en communion. Et c'est le cas de Laurent et Sonia qui s'occupent des Bijagos. Ils ne sont pas là seulement pour visiter des tribus. Ils sont en totale communion avec ces gens-là. D'où le fait que si vous allez chez les Bijagos, disons que votre contribution financière ne sera pas uniquement pour votre confort personnel acquéré, mais aussi une part de votre contribution ira aux Bijagos via le dispensaire notamment, via l'école, et via tout ce que Laurent et Sonia peuvent apporter avec leur cœur, pas seulement avec leur argent, mais avec leur cœur, à ces tribus des Bijagos. Donc c'est important d'y aller, ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour approcher des gens qui sont, on emploie souvent le mot authentique, je ne sais pas ce qui recouvre exactement, mais qui sont vrais. Je préfère le mot vrai. Parce que quand on voyage souvent dans certains pays, bon, des gens ne sont pas, quand ils voient les touristes, ils sont différents, ils se comportent différemment. Les Bijagos, non. Du fait que vous êtes accompagné par, encore une fois, je dis beaucoup de choses sur eux, mais c'est vrai qu'ils le méritent, parce que je leur ai envoyé le film qu'ils ont apprécié quand même. Et donc, c'est important d'avoir un trait d'union entre soi et puis cette population des Bijagos. Et le trait d'union, encore une fois, j'insiste peut-être beaucoup là-dessus, mais c'est Laurent et Sonia qui sont un couple exceptionnel. Moi, j'ai trouvé un couple exceptionnel. Et Laurent, je ne peux pas vous raconter toute son histoire, mais enfin, qui racontait d'ailleurs dans l'interview que j'ai faite, mais il est tombé complètement amoureux de ce lieu. Et quand on tombe amoureux d'un lieu, quand on l'aime, on peut facilement le faire partager aux autres. C'est important d'avoir. Il a une passion pour les Bijagos. Et ayant une passion pour les Bijagos, il nous fait partager sa passion. Et ça, c'est important. Il ne faut pas aller chez ces gens-là pour les voir, il faut aussi y aller pour les rencontrer. Je parle de Sonia et Laurent, mais aussi des Bijagos, donc pour les rencontrer, et puis pour partager le peu qu'on peut partager avec eux, parce que quoi qu'on fasse, j'ai toujours dit ça, quelles que soient les peuplades où j'ai pu aller, quoi qu'on fasse, on restera européen. On ne pourra pas vivre comme eux, on ne pourra pas penser comme eux, on ne pourra pas avoir le même esprit qu'eux, ça c'est impossible. On peut pas, il faut naître Bijagos pour être Bijagos. Ce n'est pas notre cas. Mais néanmoins, lorsqu'on a la chance de tomber sur, encore une fois, Laurent et Sonia, je vais répéter Laurent, je me répète peut-être, ils nous permettent quand même de faire un trait d'union avec eux et de partager ce qu'on a de plus profond en nous, c'est-à-dire tout simplement une sorte d'amitié, une sorte de communion qu'on peut avoir avec eux. Ça, c'est important. Donc, si vous pouvez y aller que pour ça, ben, je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà. C'était ma petite expérience des Bijagos. Peut-être que j'y retournerai d'ailleurs un jour, c'est pas impossible. Parce que le problème des voyages que l'on fait dans ces lieux reculés, c'est qu'ils sont toujours trop courts. Enfin, un voyage est toujours trop court. Donc, rester plus longtemps, ce serait peut-être une idée, je ne sais pas, que j'ai aimé comme ça, mais de rester plus longtemps pour pouvoir encore plus arriver à essayer de comprendre ces gens, leur mode de vie, leur esprit, leur cœur aussi, parce que c'est des gens qui ont un cœur extraordinaire. Moi, je dis toujours, et quel que soit, pas seulement chez les Bijagos d'ailleurs, mais dans d'autres contrées pauvres, c'est souvent les gens pauvres qui donnent le plus et les gens riches qui donnent rien. Donc, il faut. Je suis allé souvent à des tribus en Inde, notamment, en Inde, où les gens simplement vous accueillent, mais vous accueillent comme si vous étiez de la famille. C'est un petit peu comme ça aussi là-bas. Vous êtes de la famille. Vous rentrez vous passez dans un petit village, on vous invite à prendre le thé, par exemple, ne vous connaissant pas. Et
encore une fois, on se rend compte que les gens pauvres ont beaucoup à donner et donnent beaucoup. Alors que les gens qui croulent sous l'argent, il y en a probablement, il y en a beaucoup, ils donnent peu de choses. Ça, c'est mon avis personnel. Donc voilà, si vous pouvez aller chez les Bijagos, vous ne serez pas déçus et essayez d'y aller avec Laurent et Sonia. Je pense que non seulement les Bijagos vous apporteront beaucoup, mais Laurent et Sonia vous apporteront aussi beaucoup de par cette communion qu'ils ont avec cette peuplade et leur manière de nous faire partager cette passion qu'ils ont pour eux. Ça, c'est important. Il ne faut pas voyager pour voir, il faut voyager pour partager. Et même, je dis souvent dans mes films, je fais beaucoup de gros plans sur les visages. Les visages des Bijagos sont extraordinaires, surtout les anciens. Les anciens, ils ont, dans leur visage, il y a comment dire, une connaissance de la nature, une connaissance de l'esprit qu'ils expriment par leur visage. Pas seulement par leurs paroles, puisqu'encore une fois, on ne partage pas les mêmes. Mais par leur visage, ils ont toute une histoire. Et ça, on trouve ça dans beaucoup de peuplades qui sont pauvres matériellement et qui sont riches spirituellement. C'est souvent le corollaire de l'un de l'autre. Et les gens qui sont riches matériellement sont souvent pauvres spirituellement. Et donc les Bijagos, vous serez fascinés par eux, fascinés par leur manière d'être, par leur manière de vous regarder simplement. Dans les regards, il y a beaucoup de choses qui se passent, indépendamment du langage. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le regard, beaucoup de choses qu'ils expriment pour vous rendre bien à l'aise, je dirais. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de barrage entre eux. Bien qu'on vive de manière différente, on arrive à dire quelque chose sans le dire, simplement en regardant les gens, simplement en leur souriant, simplement en essayant de partager le peu qu'on peut avoir avec eux. Ça, c'est important. Et chez les Bijagos, c'est exactement ça. Les Bijagos, ils sont pas beaucoup, hein. Ils sont quelques milliers à peu près sur cet archipel. Et à chaque fois, quand on passe dans un village, les enfants viennent vers nous, ils vous prennent la main. Ça, c'est important de prendre la main aussi des gens. Aujourd'hui, c'est difficile en France, mais prendre la main, c'est important. Les enfants aiment beaucoup ça. Je me souviens de ma femme qui était avec un enfant, il lui a pris la main sans même la connaître d'office, si bien qu'il ne l'a pas lâché pendant toute la traversée du village. Ça, c'est important aussi. Donc voilà, c'est ma petite expérience chez les Bijagos. J'espère vous avoir, non pas convaincu, mais essayer de comprendre pourquoi il faut aller chez les Bijagos. Et encore une fois, je vais me répéter, mais j'aime bien me répéter parfois, surtout avec Laurent et Sonia Duris. Je regrette de ne pas pouvoir vous faire voir le film, parce que le film, je l'avais passé ici, d'ailleurs, chez Explorateur. Et puis, je l'ai passé en salle de cinéma, parce que la plupart des films, je les passe donc en salle de cinéma, où le contact avec le public est plus facile. Les questions-réponses sont plus faciles quand on a le public devant soi que devant un écran d'ordinateur un peu neutre et un petit peu transparent, je dirais. Voilà, donc je ne sais pas si je pourrais vous dire des tas d'autres choses, mais on me dit toujours que je parle mieux avec mes images qu'avec mes paroles. Donc je vais m'arrêter là, puisque je peux vous faire partager les images de tortues, les images de ces beaux visages. D'ailleurs, je dis souvent, les visages des Bijagos ou bien d'autres tribus, on peut faire un voyage dans un visage. Les mousses ressemblent un petit peu d'ailleurs. Faire un voyage dans un visage, c'est aussi important que de faire un voyage tout court où on voit des choses à droite à gauche et on peut disperser. Un visage d'enfant, un visage surtout entre les enfants et puis je ne dis pas les vieillards parce que c'est un mot péjoratif, les anciens. Voilà. Les anciens qui sont très ridés et qui ont toute une histoire en eux, qui ont toute une vie en eux. Ils savent faire ça, je l'ai fait dans mes films, mais je ne peux pas vous les faire, je peux pas vous les montrer ici. Voilà. Enfin, j'espère, sans vous avoir montré les images, que je vous aurai montré mon attachement pour ce voyage. Voilà, donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Oui, mais merci Monsieur Bizet. En tout cas, même sans images, moi ça me donne envie, comme souvent quand les clients d'ailleurs nous parlent de ce voyage à leur retour. Oui. Donc merci beaucoup. Je rebondis juste, vous parler de rester plus longtemps.
C'est possible, hein, comme sur tous nos voyages, Oui, on peut organiser pour les clients en fonction de la demande, soit d'arriver avant, bien sûr, et surtout de rester un peu plus longtemps. Là, que ça soit à Bissau pour prendre un peu du bon temps dans un hôtel ou même sur une île, hein. On peut vraiment s'adapter. Ça, on peut prolonger. Ouais. on est ouvert à toute demande. Je pense que nos clients le savent bien, mais c'est toujours important de le répéter. Alors désormais, Surtout sur l'île de Kéré. Je pense que quand on aborde l'île de Kéré, on ne veut plus la quitter. Donc, ça serait bien de faire un bonus, je dirais, sur l'île de Kéré. Voilà. ça, si les clients nous le demandent, on peut l'organiser sans problème avec grand plaisir. Ça fera en plus plaisir aux fameux Laurent et Sonia dont on entend souvent parler. Oui, oui. Vous en avez parlé très positivement. Je vais vous proposer, chaque participant, je vais réactiver vos micros et je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à nous poser une question, que ce soit par oral ou sinon via la fonctionnalité chat. Je vais arrêter le partage d'écran et vous avez en bas, donc c'est noté chat. Vous pouvez vous exprimer, nous poser une question et Manon, Monsieur Bizet ou moi-même répondrons. Voilà, à vous de nous poser une question, messieurs, dames, si vous en avez. Alors moi, je voudrais rajouter 2 petites précisions. Monsieur Bizet a parlé vraiment du mois de novembre pour la ponte, mais tous nos voyages concernent la ponte. Enfin, on peut voir les tortues à toutes les dates de départ. Octobre, novembre et décembre. C'est vrai que le gros point de ponte est novembre, mais on peut aussi les voir en octobre et en décembre. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme vous pouvez le voir et le constater, ce voyage se fait beaucoup en bateau, donc complètement dépendant des marées montantes et descendantes, mais aussi des vents. Donc le voyage peut être fait dans un ordre différent, mais sachez, comme d'habitude, qu'on maintient la totalité des visites et que tout peut être fait, mais dans un ordre différent. Voilà des petites précisions que je voulais rajouter techniques sur ce voyage. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, messieurs, dames. Alors, non, il n'y a pas de questions. Je me permets, Monsieur Bizet, s'il y avait, hormis Laurent et Sonia, s'il y avait un moment à retenir, vous, de vos 12 jours passés là-bas en 2017, une rencontre, je ne sais pas, un moment. En dehors de Laurent et Sonia, alors. Voilà, en dehors de Laurent et Sonia. Écoutez, moi, comme j'aime bien filmer les animaux, c'était la rencontre avec les tortues. Et parce que on a pu les approcher, on a pu vraiment les approcher, ces braves bêtes. Hein. Et donc, c'était le soir, c'était la nuit. Et puis ensuite, on a vu les petites tortues éclore le lendemain matin. Et donc, ça a été un moment que j'espérais voir un jour et qui a été assez extraordinaire. Naturellement, je peux aussi reparler des bijagos parce que comme j'aime beaucoup, disons, faire des voyages dans des ethnies un petit peu borderline, on va dire. Je compte aller d'ailleurs bientôt en Assam, peut-être pour rencontrer des ethnies dans l'extrême nord-est de l'Inde. Et j'avoue que chez les bijagos, c'est là où on a pu le mieux approcher les gens du fait de notre petit groupe. C'est important, hein, le petit groupe. Il n'est pas question d'aller dans ces lieux reculés pour rencontrer des peuplades avec 40 personnes. Ce n'est pas possible, ça. Mais du fait qu'on était en petit groupe, on a pu vraiment côtoyer, plus que côtoyer d'ailleurs, être très rapproché de toutes ces personnes qui sont aussi, qui viennent vers nous, parce qu'on va vers eux, mais ils viennent vers nous. Ils viennent vers nous, encore une fois, pour essayer de dire quelque chose, pour essayer de nous prendre la main, pour essayer de simplement essayer de communiquer quelque chose qui soit de l'ordre de ce qu'on a en nous, de l'esprit qu'on peut avoir en nous, bien que nous sommes différents. Et ça, c'est important. Et encore une fois, comme j'aime bien faire des films sur les visages, je trouve ça très important. Et donc, chez ces gens-là, chez ces peuplades-là qui se laissent facilement, il est important quand même une chose,
je tiens à le dire, que j'ai rencontré beaucoup. Il n'est pas question de rentrer dans un village, les Bijagos ou ailleurs, pour filmer ou pour faire des photos d'emblée. Ça, non. Il faut d'abord communiquer, essayer de communiquer avec les gens, essayer d'être accepté par les gens. Ensuite, on leur demande. Il faut leur demander, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse vous filmer? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse faire des photos? Il ne faut jamais être... je prends toujours cet exemple, c'est comme si quelqu'un entre dans ma cuisine faire une photo qui part sans dire bonjour. C'est pareil. Donc, il est important de d'abord rencontrer les gens, ensuite de leur demander la permission de filmer ou non. En général, c'est oui. Et j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres voyageurs qui n'adoptaient pas du tout ce mode de fonctionnement et qui, avant même d'avoir rencontré la personne, faisaient des photos sous tous les angles. C'est arrivé ça en Birmanie une fois, une personne qui était, excusez-moi l'expression, mais qui me semblait odieuse, dans la mesure où elle, sans demander la permission à personne, elle faisait des photos, ce n'était pas des photos des plans larges, l'appareil photo devant le nez de la personne, sans lui dire rien, sans lui dire quoi que ce soit. Et la personne n'était pas d'ailleurs, elle rechignait quand même. Mais non, elle faisait quand même la photo. Donc ça, il ne faut pas faire ça du tout. Quand on va dans des milieux comme ça, il faut d'abord rencontrer les gens et ensuite leur demander la permission, ce qui me semble être la basique. Hein. Demander, est-ce que vous voulez que je photographie votre enfant? Est-ce que vous voulez que je vous photographie vous? La plupart du temps, c'est oui. Ça peut être non parfois. Ça m'est arrivé en Inde, non. Bon, à ce moment-là, on n'insiste pas. Ça, c'est important. Oui, puis voilà, je me permets de vous couper, mais je pense aussi qu'il faut en parler avec le guide. Le guide, c'est aussi ah bah oui, de toute façon, avec Sonia. à quelle tribu on peut parler, oui, à quelle personne. C'est ça. Bah, Enfin, parfois les gens, ils s'éloignent du guide et puis ils font leurs photos dans leur coin. Donc là, on peut rien faire. C'est vrai que avec Sonia et Laurent, je cite à nouveau Sonia et Laurent, parce que j'ai vraiment une... J'aurais bien continué à les voir d'ailleurs, parce que, enfin, je ne sais pas si vous les voyez souvent, Kevin ou Manon, je ne sais pas si vous avez des contacts avec eux. Alors, on est en contact, par mail ou par téléphone avec eux. Par téléphone. C'est plus compliqué par vidéo, c'est pour ça on n'a pas la chance qu'ils soient avec nous ce soir. Ah ouais, sinon, ils auraient pu corroborer vos dires. Mais si vous les voyez aussi, même envoyez-leur encore mes amitiés. D'accord, on leur dira, et puis on espère que d'autres clients auront la chance de les rencontrer. Alors, oui. Messieurs, dames, parenthèse, d'ailleurs, une petite parenthèse, parce que ce n'est pas le seul voyage que j'ai fait avec Explorateur, puisque je suis allé au Soudan également avec Explorateur, aux grandes dames de la famille et de mes proches qui m'ont toujours dit que tu es fou d'aller au Soudan, peu importe. D'ailleurs, on n'était que deux, avec ma femme et moi qui sommes allés au Soudan. Et le guide qu'on avait au Soudan, quand j'ai passé le film Explorateur, était également là. Je ne sais plus quel est son nom d'ailleurs. Je ne sais plus quel est son nom. Qui était un guide donc Hatim, qui était comment? C'est pas Hatim? Il était archéologue aussi. Hatim. C'est Hatim. C'est ça alors. Ah oui, c'est ça, exact, c'est ça. Il était venu pour la projection Explorateur, je me souviens. Oui. Et donc, on a encore tombé là sur un guide exceptionnel. Alors, je ne sais pas si c'est Explorateur ou quoi. Enfin, on part toujours avec on choisit bien nos partenaires. Oui, oui. Oui, bah c'est gentil, monsieur Bizet. Il faut dire que pour les clients qui certains peut-être ne connaissent pas, on travaille depuis de nombreuses années avec nos partenaires sur place, donc on a cette chance, cette relation particulière qui nous permet de choisir les meilleurs guides. Et on les a au téléphone avant le voyage aussi pour bien vérifier leurs compétences, leur niveau de français. Et puis on sait après chaque voyage s'ils ont plu, tout simplement, si les clients ont aimé. Est-ce que, messieurs, dames, vous avez des questions peut-être pour monsieur Bizet ou Manon et moi? Sinon, on va conclure, je pense. Je crois que quelqu'un souhaite parler, non? Zélie Coincy? Non? J'ai activé les micros, en tout cas, donc si vous voulez parler, soit en vous exprimant avec la voix, soit par le système de chat, de conversation en bas, vous pouvez. Et si ce n'est pas le cas, je pense qu'on va conclure. Monsieur Bizet nous a bien peint ce voyage, Manon également. Il ne faut vraiment pas hésiter, si vous avez la moindre question, à nous appeler. Il y a un numéro
un numéro de portable pour nous joindre durant cette période particulière. Il y a toujours les mails. Voilà, on est toujours là. On vous propose de faire quelques voyages, ceux qui sont possibles, notamment donc la Guinée-Bissau courant octobre et en novembre également. Et j'en profite pour vous annoncer que nous avons une nouvelle conférence la semaine prochaine sur la Tanzanie, le mardi 6 octobre à 18h, sur la Tanzanie, dans le même esprit. Alors, il y a monsieur Barry qui me demande si le voyage de novembre aura lieu. En tout cas, il est susceptible d'avoir lieu, dans le sens qu'on a des personnes qui sont intéressées par ce voyage, plusieurs personnes qui sont en option et qui n'attendent que le feu vert pour s'inscrire. Je pense que dans les jours qui vont venir, ça va se conclure. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue logistique et organisationnel, le voyage peut avoir lieu. Après, il faut y participer tout simplement. Donc oui, le voyage devrait avoir lieu le 7 novembre. Je vérifie, c'est bien ça, le 7 novembre. Il faut un minimum de 4 participants pour que le voyage ait lieu. Actuellement, il y a 6 options. Donc, et je sais que ce sont des gens qu'on a eu encore récemment, que ce soit Sabrina ou moi, à la vente. Et ces personnes sont motivées. Vous me notez que vous avez pris une option. Elle n'est pas notée là, mais je vais le faire. Et pour ça, quand faut-il s'inscrire, me posez-vous comme question. Le plus tôt est le mieux. Je pense qu'aussi l'inscription peut aussi motiver les autres personnes à en faire de même. En fait, concrètement, les gens attendent notre feu vert. Là, on le donne, le feu vert. Hein. Allez-y, hein, vous pouvez vous inscrire sur ce voyage qui à l'heure actuelle, répond aux normes pour se faire, en tout cas. Donc, vous pouvez vous inscrire quand vous le souhaitez. Je vais renoter votre option. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Sinon, après, je vais mettre fin à cette réunion. Non, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vais vous saluer. On va saluer Manon. Merci à toutes. Merci de nous avoir raconté une partie de ce voyage. Monsieur Bizet également, merci d'avoir rendu disponible. Et puis merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a donné envie de voyager, que ce soit en Guinée-Bissau ou ailleurs. En tout cas, c'est possible de voyager malgré tout. Et, il faut juste bien choisir quel pays. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt par mail ou par téléphone quand vous voulez. Au revoir à tous. Merci. Merci. À bientôt. Merci.